Bonjour à tous les experts du vécu. Aujourd'hui, nous reçoivent un ancien expert du vécu, Hamidou Tigani, qui n'est plus à présenter, et Modou Ndiaye, qui est le nouveau. Modou est enseignant à Rouen, donc il a fait le déplacement aujourd'hui pour participer à ce numéro-là, qui sera consacré à la gouvernance monétaire en Afrique de l'Ouest, au franc CFA, la nouvelle monnaie voulue par les chefs d'État africains, réfléchie depuis plus de 20 ans, et appelée l'ECO. On va parler de la zone CEDEAO, de la zone UEMOA. On va parler aussi de l'écho unilatéral fondé par le président Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Bonjour Modou. Bonjour. Bienvenue sur RP Média. C'est un plaisir, merci de m'avoir invité. Bonjour Hamidou. Bonjour Elijah. Je rappelle que certes Modou, c'est sa première fois sur les experts du vécu, mais c'est un ancien de RP Média, déjà en 2014 je crois. Oui, on avait tourné des émissions en Modou 2014. tournait, Modou venait pour parler de finances, etc. Donc c'est un ancien si j'ose dire. En tout cas c'est un plaisir de le retrouver. Donc on va pas tourner autour du pot. On va situer, on va placer le décor. Aujourd'hui, de plus en plus, on a un sentiment en Afrique qui voudrait une gouvernance monétaire propre aux Africains, c'est-à-dire maîtrisée par les Africains. Et ce débat-là occupe la rue, occupe la sphère intellectuelle, les activistes et même les politiques. Et ça a donné lieu à beaucoup d'événements. Et donc on va certainement revenir sur ces événements au cours de l'émission. On va donner la parole au plus financier du groupe, qui est Modou Ndiaye. Qu'est-ce qu'il faut entendre par gouvernance monétaire ? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la monnaie, d'abord, c'est une arme de compétitivité. Quand on parle de gouvernance monétaire, ça me fait penser directement à une banque centrale. Il faut savoir que jusqu'au 21 décembre dernier, lors de la déclaration des deux présidents de la République, il y avait des représentants français au niveau du conseil d'administration de la BCEAO, au niveau du comité de politique monétaire, mais aussi au niveau de la commission bancaire. Alors, lorsqu'on parle d'économie et de monnaie, on peut envisager une façon de financer notre économie. Et quand on parle de gouvernance financière, on pense forcément au taux directeur. Pourquoi l'économie africaine est un petit peu sous-financée? Parce que tout simplement, la banque centrale, là où on décide des taux d'intérêt, on trouve que le taux directeur de la banque centrale est très élevé. Donc c'est la banque centrale qui prête de l'argent aux banques. Et derrière, les banques prêtent de l'argent aux entreprises et aux ménages. C'est pour ça que l'économie africaine est un petit peu sous-financée. Donc quand on parle vraiment de gouvernance financière, de gouvernance monétaire, donc l'idée, c'est vraiment d'appuyer sur les leviers de la banque centrale pour pouvoir financer l'économie. Donc, selon tout ce que tu viens de dire dans la définition, est-ce que finalement, c'est important pour une zone monétaire ou pour un État de détenir les clés, de détenir l'indépendance de sa banque centrale? Effectivement, il faut savoir que, comme disait l'ancien président des États-Unis, quand vous détenez la monnaie d'un pays, vous détenez ce pays-là. Quand on détient les clés de l'économie et de la monnaie, on maîtrise tout. Donc, l'idée, finalement, c'est d'avoir une banque centrale qui est totalement indépendante, faite par les Africains et pour les Africains pour pouvoir financer l'économie africaine. Je vais revenir sur quelques points. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, en tout cas au niveau de la CEDEAO, on dit souvent que oui, on lutte contre l'inflation. Mais une banque centrale africaine ne peut pas avoir comme seule ambition de lutter contre l'inflation. On doit pouvoir financer notre économie, favoriser la création d'emplois, pouvoir développer la productivité dans notre zone économique. On ne peut pas prétendre être une grande zone économique tant qu'on n'est pas capable de battre monnaie. Et pour l'instant, jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore le cas à 100%. Hamidou Tigani, est-ce qu'on peut considérer le franc CFA comme une monnaie eu égard à tout ce que Modou vient de dire et ce que vous-même vous savez de cette monnaie? Bien sûr que le franc CFA est une monnaie, on ne peut pas le nier, et c'est une monnaie que nous utilisons depuis des lustres, depuis la période coloniale,
qui a ses avantages et qui présente aussi des inconvénients que nous devons corriger en tant qu'Africains, mais le franc CFA, il faut l'avouer, a aussi des avantages et ça nous a servi à certains égards pour assurer la stabilité de nos économies africaines. Je dis bien à certains égards, mais de façon générale, c'est une monnaie qui aujourd'hui s'avère davantage poser de problèmes qu'elle n'apporte de solutions. Bah justement, aujourd'hui, sur le continent africain, dans toutes les diasporas africaines à travers le monde, les voix s'élèvent. On l'a dit en introduction, les gens n'en veulent plus de cette monnaie-là. C'est-à-dire que, comme Modou a dit dans son explication, si vous détenez la monnaie d'un État, vous détenez cet État-là. Et il semblerait qu'aujourd'hui, les opinions vont dans ce sens-là. Ils voudraient que les monnaies africaines ou la monnaie sous-régionale en Afrique de l'Ouest soit détenue par les États. Et il se trouve que depuis des décennies, les chefs d'État africains ont réfléchi à remplacer le franc CFA par une monnaie qui s'appelle l'ECO. Et le nom ECO n'est pas venu par hasard. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment est née cette idée d'ECO-là et pourquoi l'avoir appelée ECO? Alors, moi, je pense que dans un premier temps, il faut préciser, véritablement, moi j'aime le rappeler et je le dis souvent, que la monnaie, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'économie. C'est-à-dire que la vie économique d'une nation ne tourne pas autour de la seule monnaie. La monnaie est un aspect de la gouvernance économique, mais qui vient après beaucoup d'autres éléments. Même si on a la meilleure monnaie au monde, si nos économies restent encore moribondes en termes de production industrielle, ça ne nous servira absolument à rien. Sans vous couper, Modou Ndiaye, est-ce qu'on peut avoir une économie sérieuse si on ne détient pas sa monnaie? Alors moi, je suis particulièrement pessimiste par rapport à cette question, c'est-à-dire tant qu'on ne maîtrise pas sa monnaie fondamentalement, on ne détient pas l'économie. Ça, c'est mon point de vue. Alors déjà, pour revenir sur la question que vous l'avez posée, sur le processus de création, il faut savoir que la CEDEAO a été créée en 1975. Et dès 1983, les chefs d'État avaient décidé d'abord d'enclencher un processus de création de monnaie. Et ce processus a pris du temps, mais le 29 juin 2019, les chefs d'État de la CEDEAO s'étaient réunis à Abuja au Nigeria pour adopter l'ECO comme monnaie, avec des critères de convergence, comme par exemple le fait que les pays devaient avoir une dette publique inférieure à 70% du PIB, mais aussi un déficit inférieur à 3% du PIB, et aussi avec la création d'une banque centrale fédérale, avec une inflation sur le long terme qui doit être inférieure à 5%, mais sur le court terme, inférieure à 10% d'abord, ensuite inférieure à 5%. Mais c'est vrai que la monnaie n'est pas le principal levier d'une économie, mais quand même la monnaie joue un rôle extrêmement important dans le processus de développement d'un pays. Et détenir sa monnaie, d'abord, représente un pilier fondamental de la souveraineté, et que si on ne détient pas notre propre monnaie, je pense qu'on a du mal à structurer notre économie. Amidou Tidjani, je rebondis sur la même question. Si la monnaie n'est pas l'alpha et l'oméga d'une économie, est-ce qu'on peut soupçonner, qu'est-ce qu'on pourrait penser d'un pays comme la France qui se bat quand même pour maintenir les clés de la gouvernance monétaire de cette zone de l'UEMOA? Oui, mais au passage, je rappelle que la France d'abord n'a pas de monnaie. Il n'existe plus de monnaie française. Ouais. La France n'a pas de monnaie nationale. La France utilise une monnaie internationale, une monnaie européenne, qui dépasse les seules compétences et le seul domaine d'intervention de l'État français. Donc c'est pour dire que on peut, sans avoir une monnaie nationale, avoir une économie compétitive. Mais au fond, concernant le passage de la CEDEAO à l'ECO, ECO, du nom de la CEDEAO en anglais, ECOWAS, la CEDEAO qui en anglais est appelée ECOWAS, en réalité le terme ECO retenu correspond aux 3 premières lettres de l'appellation de la CEDEAO en anglais. Ça vous donne idée de la force de l'influence des États anglophones au sein de la CEDEAO, principalement le Nigeria et le Ghana, qui ont véritablement conduit le projet de création de la monnaie africaine lors du Conseil des ministres de la CEDEAO qui a eu lieu à Abidjan. C'est lors de ce conseil que la décision a été prise de recourir à la dénomination ECO, puisqu'il y avait 3 propositions. Les 2 propositions qui étaient en concurrence, c'était ECO et CORI. CORI par allusion au fait que dans nos États, traditionnellement, ce sont les CORI qui étaient utilisés pour déterminer la valeur marchande des biens. Et finalement, le choix ECO a été retenu. Et c'est un projet qui a mis du temps.
qui aujourd'hui s'avère être dans une posture, j'ai envie de dire, de doublure. Parce que ce projet a été connu comme étant celui de la CEDEAO. Modou l'a rappelé tout à l'heure, la CEDEAO a été créée en 1975. Et depuis cette époque, la première décision, en 83, oui, mais depuis 1975, au moment de la création de la CEDEAO, l'un des objectifs était d'assurer une convergence économique à travers laquelle il y avait la création d'une monnaie. Donc depuis 1975. Mais aujourd'hui, la monnaie ECO, telle que récemment créée et annoncée par moi je Alassane désigne Ouattara par l'éco unilatéral. voilà, que tu as appelé éco unilatéral, n'a rien à voir avec la monnaie éco et les règles que Modou vient de présenter concernant la monnaie de la CEDEAO. Ce n'est pas du tout la même chose. Modou a parlé dans les critères de convergence, des critères de déficit, etc. Mais il a aussi parlé d'une banque centrale de type fédéral, qui est la proposition nigériane. C'est le Nigeria qui avait fait cette proposition. Dans le modèle annoncé par Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, on n'a pas la même chose. Et la garantie financière de la France annoncée par Alassane Ouattara n'existe pas dans la version CEDEAO de la monnaie ECO. D'ailleurs, c'est cette garantie financière de la France que le Nigeria ne veut pas du tout entendre. D'ailleurs, les États anglophones, je crois au nombre de 6, se sont réunis, ont désavoué cette décision unilatérale de Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Et une question pour Modo, est-ce que les critères de convergence sont une fin en soi? Ah non, c'est pas une fin en soi, mais déjà pour revenir sur ce que vous disiez précédemment. Ne revenez pas trop, parce qu'on va déborder. Il faut savoir qu'en fait, ce qui a été décidé par les chefs d'État de la CEDEAO est exactement le contraire de ce qui a été annoncé par les présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Donc eux, les chefs d'État africains, voulaient une monnaie flexible, une monnaie indexée sur un panier de devises. Et c'est le contraire par rapport à ce qui a été annoncé. Donc on peut penser que Alassane Ouattara jouait sur les deux tableaux. Par exemple, je ne vais pas dire il infiltrait le système de la CEDEAO pour moi je peux le dire. Ensuite revenir informer Paris pour ce qui s'est passé exactement au niveau de la CEDEAO et venir vraiment aller à contre-courant par rapport à ce qui était décidé par les chefs d'État. Donc je pense que cette double posture, je pense que nous... En gouvernance entrepreneuriale, ça s'appelle de l'opportunisme ex post. Ce qu'on pourrait accuser Alassane Ouattara. Et pour revenir sur les intérêts de la France, parce que tout à l'heure tu disais, quels sont les intérêts de la France? D'abord, il faut savoir que la fixité des parités est toujours maintenue, c'est-à-dire l'éco sera toujours arrimé à l'euro, mais aussi la libre transférabilité, c'est-à-dire les entreprises françaises qui sont en Afrique peuvent facilement transférer leurs profits, leurs capitaux, parce que tout simplement, il y a cette transférabilité, mais aussi la garantie de la France pour la convertibilité continue toujours. Donc on se dit maintenant, comme les réserves ne sont plus gardées, en tout cas à hauteur de 50% en France, quel est maintenant derrière l'intérêt de la France de pouvoir garantir la monnaie? Il faut savoir qu'en ce qui concerne les réserves, dès la création du franc CFA, qui voulait dire colonie française d'Afrique, donc je pense que déjà le fruit était pourri dès le départ. Donc à partir de ce moment-là, les pays de l'UEMOA déposaient 100% de leurs réserves, c'est-à-dire les monnaies étrangères détenues par la BCEAO étaient dans les comptes d'opération au niveau du Trésor français. À cette époque, on était véritablement des colonies. Et c'est en 1973 qu'il y a eu une petite modification. Ils ont dit, voilà, on est gentil, on va vous prendre que 65%. Et en 2005... Une bonne question. Voilà. Tout le monde a entendu parler de ces histoires de comptes d'opération. En quoi ça consiste? Est-ce que le fait de l'existence de ce compte d'opération infantilise les États africains? Je pense que oui, véritablement. Je pense que oui. L'objectif, c'est quoi? C'est de permettre à la garantie de stabilité de la monnaie pour éviter des inflations brusques, des augmentations brutales de prix. L'objectif, c'est véritablement cela. Et de permettre à ce que la France offre aux Africains, que les Africains déposent leurs réserves de devises en France et que la France offre aux Africains et à leurs partenaires une garantie sur le coût à moyen, long terme de leur monnaie. Donc,
Véritablement, l'idée c'était de dire que les Africains eux-mêmes n'étaient pas en mesure de s'offrir cette garantie-là. Il fallait recourir à l'ancienne puissance coloniale. Excusez-moi, moi j'ai autour de cette table-là 2 cartésiens. Personne n'a la preuve, juste personne n'a la preuve historique que les Africains ne peuvent pas gérer leur monnaie parce que, en fait, on n'a pas laissé ces États de l'Afrique de l'Ouest. Je ne vous parle pas de la Guinée, je ne vous parle pas du Lesotho, je vous parle de ces pays qui sont au sein de la CEDEAO. On ne leur a jamais laissé la possibilité de gérer leur propre monnaie au sein d'un ensemble. Et donc, on ne peut pas prouver qu'ils ne pourraient pas le faire. Et donc, est-ce que ce discours-là, finalement, ça ne sert pas le néocolonialisme? Non, clairement, parce qu'au sein de la CEDEAO, véritablement, il y a des États qui ont leur monnaie. Et ça marche très bien. Oui, le Nigeria, le Ghana. Ça marche très bien. Dans certains États membres de la CEDEAO, où il y a des monnaies nationales qui sont gérées, ça se passe très bien. Il n'y a pas d'inflation brutale. La monnaie est bien gérée, la convertibilité existe, sans qu'il n'y ait la mainmise d'une ancienne puissance coloniale. Mais c'est un choix. Les gens aiment citer la Guinée-Conakry. Sauf que la Guinée s'en sort mieux que le Niger, économiquement parlant. On peut dire tout ce qu'on veut, la Guinée s'en sort mieux que le Niger. Oui. Et en plus, même pour parler de ça, il faut savoir qu'il y a des pays en Afrique qui utilisaient le franc CFA comme nous avant, comme le Maroc. À un moment donné de leur histoire, ils se sont dit, mais on va sortir de ce système-là, créer notre propre monnaie, indexée sur un panier de devises. Le Maroc fait quoi? C'est-à-dire, il regarde son économie, il se dit, moi, je fais des transactions avec des pays européens à hauteur de 60%. Donc, je vais indexer ma monnaie à hauteur de 60%. Je travaille avec le dollar pour mon économie à hauteur de 40%. Donc, je vais intégrer aussi le dollar dans ce panier de devises. Donc, il y a des pays qui utilisaient le franc CFA avant, qui se sont départagés, en tout cas qui n'utilisent plus ce système-là, et leur économie se porte bien. Le Maroc achète quasiment tous les pays d'Afrique, en tout cas sur le plan économique, achètent une bonne partie des banques, des compagnies d'assurance, dans tous les secteurs. Et voilà. Et vous savez ce qui fait la différence entre le Maroc et les pays de l'UEMOA? Véritablement, je disais tout à l'heure que la monnaie n'est pas l'alpha et l'oméga de l'économie. Le Maroc produit. Ça, c'est important. Le Maroc a quelque chose à vendre. Nous voulons une monnaie, nous voulons une zone de libre-échange, mais nous n'avons rien à échanger. Nous ne produisons rien. Ce ne serait pas le cas, ce serait pas le cas avec l'éco voulu depuis des décennies, parce que si ça intègre le Nigeria qui produit, on ne peut pas le nier, le Ghana, des pays qui ont une santé financière mieux que des pays comme le Mali, le Burkina Faso, on est dans un ensemble. Quand vous prenez même le cas de l'Union européenne, au moment de la mise en route de l'euro, tous les pays ne respectaient pas les critères de convergence. Et le pays dans lequel nous sommes, la France, ne le respecte pas. En dehors de l'Allemagne, il n'y a aucun pays européen qui respectait les critères de convergence. Ils ont dû bidouiller leur comptabilité nationale pour que ça marche. Et d'ailleurs, l'éco est porté par l'Allemagne. Si l'Allemagne disparaît, il n'y a plus d'euros. Et de la même manière, l'éco devrait être porté par le Nigeria, qui est une puissance en soi. Alors, en plus, le Nigeria représente 70% de l'économie de la CEDEAO. Donc, je ne sais pas comment on peut faire une monnaie de la CEDEAO sans impliquer le Nigeria sur le processus de création. Et ce qui s'est passé avec Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, on s'est rendu compte que le Nigeria, en tout cas, ils l'ont fait savoir récemment avec d'autres pays anglophones, qu'ils ne faisaient pas partie, en tout cas, ils n'approuvaient pas le processus de création. Une question dont la réponse est oui ou non, on ne va pas aller loin, nos experts. Est-ce que les États africains ont raison d'aller vers l'éco avec le Nigeria ou doivent rester avec l'éco de Alassane Dramane Ouattara? Moi, je pense véritablement, parce que c'est une question tellement complexe que répondre par oui ou non, ce serait véritablement biaisé. Moi, je pense que c'est une bonne idée de créer l'éco, même avec le Nigeria, mais même en créant une monnaie éco avec le Nigeria, ça ne changerait économiquement rien pour les citoyens que nous sommes si on n'arrive pas à avoir une économie productive. Aujourd'hui, un pays comme le Mali échange peu avec le Nigeria. L'influence nigériane nous profite peu parce que nous échangeons très peu avec le Nigeria. L'influence de ces zones-là, de ces pays économiquement stables qui ont leur propre monnaie en Afrique de l'Ouest, est faible sur un pays comme le Mali ou un pays comme le Sénégal. Parce que nous échangeons très peu entre nous, nous produisons tous la même chose, nous produisons peu, et donc véritablement... On avait dit oui ou non,
Tu as eu 1 minute. Oui, donc, La même question. Alors, moi, je vais donner une réponse vraiment d'économiste parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes cycles. Parce que le Nigeria est exportateur net du pétrole, alors que la plupart des pays de la CEDEAO sont importateurs. Donc, on n'a pas forcément les mêmes cycles, on n'a pas forcément les mêmes intérêts au même moment. Pour que ça marche, il faut vraiment une gouvernance convergente pour pouvoir supporter, en tout cas, lorsqu'il y a des déficits quelque part, qu'il y ait une possibilité de pouvoir aider de l'autre côté. Mais on n'a pas les mêmes cycles. Mais ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il ne faut pas finalement revenir au sein de cet ensemble économique-là, revenir à la règle simple, je crois que c'était Adam Smith qui l'avait élaboré, les avantages relatifs et les avantages absolus. Parce que quand vous prenez un pays comme le Mali, qui a des excédents de bétail, le Nigeria en a besoin, la Côte d'Ivoire en a besoin, le Ghana en a besoin, en fait toute la côte en a besoin. Et certainement le Mali a besoin de crèmes éclaircissantes pour nos sœurs. Et donc, est-ce que finalement il ne faut pas revenir à cette règle-là, ne pas se fermer au reste du monde, mais penser certainement à l'avantage absolu et à l'avantage relatif? Alors, au XXIe siècle, ça va être extrêmement compliqué parce que l'économie mondiale est complètement imbriquée, intégrée. Les gens réfléchissent en termes d'opportunités. Donc, comme on disait, un pays n'a que des intérêts. Donc, si un pays voit que ses intérêts sont situés de l'autre côté, bah, il va tout faire pour aller dans ce sens. Donc, c'est juste une question d'intérêt. Et là, en ce moment, au XXIe siècle, en tout cas, par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, donc on est tous d'accord qu'il faut produire en Afrique. Il faut produire parce que la monnaie ne règle pas tous les problèmes. Si on avait la meilleure monnaie du monde alors qu'on ne produit rien, ça ne servait absolument à rien du tout. Donc, il faut de la production et une bonne gouvernance politique et démocratique pour pouvoir... Est-ce que le franc CFA qu'on consomme aujourd'hui ou l'écho unilatéral de Alassane Dramane Ouattara et Macron ne sont pas un frein à l'industrialisation, parce qu'on ne peut pas parler de production sans industrialisation. Il n'y a pas eu de transfert de technologie de 1975 à nos jours. On n'a pas d'assemblage, on n'a pas d'unité de production. Notre part dans l'économie a stagné autour de maximum 3%, 3,5%. Est-ce que finalement, cette monnaie-là n'est pas un frein, même si au début tu dis que la monnaie n'est pas l'alpha et l'oméga, et que Modou dit que si on ne détient pas sa monnaie, eh ben on ne détient pas son État. Est-ce que finalement ce franc CFA et cet éco unilatéral ne sont pas des freins à la production, qui est la clé de tout ce système? Alors, d'abord, c'est pas un écho unilatéral. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA qui ont autorisé Alassane Ouattara en leur nom à aller signer cet accord en tant que président de l'UEMOA. C'est ce qui est dit. Pourtant, ils aiment tous la caméra. Ils auraient tous pu être là. C'est ce qui est dit. Oui, mais Alassane Ouattara seul ne peut pas engager l'UEMOA, à vrai dire. Il faut une délibération. Il y a une délibération préalable des chefs d'État de l'UEMOA pour qu'Alassane Ouattara puisse les engager. Mais on peut aussi tourner... On peut aussi tourner la chose, la Côte d'Ivoire a un poids de 60% au sein de l'UEMOA. Et donc peut-être que la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a juste... Et l'un des problèmes, c'est pourquoi ils ont pris le nom ECO. Parce que l'ECO, c'était l'écho de la CEDEAO. Donc pourquoi Alassane Ouattara a voulu précipiter les choses pour pouvoir appeler le franc CFA amélioré? Pourquoi appeler ça ECO? Très bonne question. Pourquoi appeler ça ECO? Est-ce que c'est un retour à l'envoyeur, puisque lui-même, pour pouvoir accéder à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, il a eu besoin quand même d'un coup de pouce de son ami Nicolas Sarkozy, aujourd'hui qui continue avec Emmanuel Macron. Est-ce que c'est pas un peu politisé tout ça? Alors, je vais répondre à cette question, mais avant, je viens d'abord à la précédente. Tu demandais si le franc CFA n'était pas en soi un obstacle à l'industrialisation de nos économies. Et à la production. Moi, je pense véritablement que le manque d'industrialisation et de production est une question politique. La monnaie est importante, la monnaie joue un rôle là-dedans, mais c'est avant tout une question politique. Le Mali, qui avait utilisé le franc CFA depuis l'époque coloniale, lorsqu'il est devenu indépendant en 1960... Le franc malien, tu veux dire? Non, le Mali utilisait le franc CFA à l'époque de la colonisation. Après est venu avec le franc malien. Avant la création du franc malien, le Mali utilisait le franc CFA. Et après l'indépendance du Mali, au moment où nous continuions à utiliser le franc CFA, nous avions des industries. Il y avait des industries au Mali avec le franc CFA. Et lorsque nous avons créé le franc malien, nous avons continué avec cette politique d'industrialisation. Ensuite, nous sommes revenus encore au franc CFA. Et c'est avec le retour au franc CFA que nous avons perdu nos industries.
Les industries ont été Donc, créées sous le franc CFA. Ce que tu dis Non, mais finalement, c'est est-ce Non, que... je vais y revenir. C'est qu'au fond, nous avons créé nos industries en étant dans le franc CFA et nous les avons perdues en étant dans le franc CFA. Au fond, ce n'est pas une question purement monétaire. Il y a aussi une question de vision politique. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant, je crois que c'est les 8 ans de franc malien? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est simple. Hein, Non, mais je veux parler de l'industrialisation. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps? L'industrialisation, il y a eu simplement, nous sommes arrivés à un moment où le choix politique, nous étions dans un monde post-seconde guerre mondiale où il y avait, je le sais très bien, deux blocs. Selon qu'on s'oriente vers tel bloc, on essayait de se faire torpiller par l'autre. Et le Mali a connu cela. Nous avons essayé de créer la troisième voie. D'ailleurs, c'est le Mali qui a créé, on parle souvent des non-alignés. C'est le Mali qui a créé cette doctrine, la doctrine des non-alignés. La troisième voie, ce qu'on a appelé le tiers-monde. Le tiers-monde, c'était des États qui ne voulaient être ni du bloc de l'Est, ni du bloc de l'Ouest. Et c'est ce que le Mali a essayé de créer, mais au fond, l'orientation politique du Mali était quand même... Amidou Tidjani, les experts sont francs. Est-ce que le franc CFA n'est pas un frein à la production, qui passe évidemment par l'industrialisation? En réalité, quelle que soit la monnaie utilisée, Je refais ma question. Pourquoi aucun État ayant le franc CFA n'a réussi un take-off, n'a réussi l'industrialisation? Le franc CFA, en réalité, je l'ai dit encore une fois, c'est une question qui est politique, ce n'est pas monétaire. On peut être dans la zone franc CFA et se développer industriellement. Pourquoi il n'y a pas un seul exemple? Parce que nous avons des problèmes économiques en termes nous avons des problèmes politiques et économiques en termes d'industrialisation. On a des États qui ne se ressemblent pas forcément. Oui. Et il n'y en a aucun dans cet ensemble-là qui réussit à faire comme le Kenya, qui réussit à faire comme le Ghana, qui réussit à faire comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria. C'est très simple. Pourtant, le Nigeria est voisin avec des pays utilisant le franc CFA. Il y a le Cameroun, par exemple, un vaste pays. C'est très simple. La Côte d'Ivoire, avec le franc CFA, avait mieux réussi son décollage économique que le Kenya. Le Mali, en 1960, c'était le même niveau de développement que la Chine. Nous sommes en 2020. Les questions concernent de 1975 à 2020. Voilà, c'est pour dire que pourquoi nous avions aucun État du franc CFA n'a une santé financière qui n'est pas indexée à son amitié avec l'ancien colonisateur. Encore une fois, ce n'est pas une question propre au franc CFA. Même si vous avez, encore une fois, la meilleure monnaie au monde, si vous continuez à faire des coups d'État, vous continuez avec la corruption, vous continuez avec la disparition d'argent public... Pourquoi il y a plus de coups d'État au sein des pays du franc CFA? Ce n'est pas propre, encore une fois, au franc CFA. Ce n'est pas propre au franc CFA. Bon, revenons à la monnaie. On va parler, c'est le dernier thème, on va parler du fameux sentiment anti-français. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sentiment anti-français? Il existe? Moi, je pense qu'il n'y a pas de sentiment anti-français. Ce qu'Emmanuel Macron dit, moi, je vois ça comme, en tout cas de la part des Africains, de mon côté, c'est-à-dire, nous, on veut défendre nos propres intérêts. Quand les Africains défendent leurs propres intérêts, les autres appellent ça un sentiment anti-français. Mais on veut tout simplement défendre nos propres intérêts. Et juste pour revenir juste 2 secondes sur ce que vous disiez tout à l'heure, tous les deux, c'est-à-dire le processus d'industrialisation a été stoppé net lors de la dévaluation. À un moment donné, ils nous ont dit, vous avez trop de fonctionnaires, vous avez trop de médecins, vous avez trop de professeurs, maintenant il faut réduire. Et nous, on avait besoin de ça pour l'éducation, pour la santé. Et à un moment donné, ils nous ont dit, vous payez trop de fonctionnaires, il faut couper ici, il faut couper là, les ajustements structurels. Et c'est ça qui montre que finalement, les Africains n'ont pas la main sur cette monnaie-là. Parce que moi, j'ai lu les mémoires du président Abdou Diouf. Il était le président du Sénégal à cette période-là. Il a dit dans ses mémoires, à un moment donné, il pleurait parce qu'on lui a imposé cette dévaluation. C'est Édouard Balladur et à l'époque le directeur du FMI qui lui ont dit « Mais vous n'avez pas le choix en Afrique, on va vers une dévaluation. » Si nous les Africains, la monnaie nous appartient, c'est à nous de décider. Si les autres nous disent qu'on va dévaluer par force, ça veut dire peut-être que la monnaie ne nous appartient pas. Je pense qu'il y a une convergence. Non, on va rester. On va rester. C'est moi qui fais les questions. Tu as déjà posé la question. Non, il n'a pas fait de question. Non, tu as déjà posé une question. Oui, on va revenir sur cette histoire de sentiment anti-français. Est-ce qu'il existe? Moi, je pense que oui. Moi, je pense véritablement qu'il y a un sentiment anti-français en Afrique francophone aujourd'hui. En quoi? Le sentiment anti-français, ce n'est pas un sentiment qui va à l'encontre de l'individu français. Ce n'est pas le français en tant que personne qui est en cause.
le sentiment anti-français, c'est une forme d'hostilité à l'égard de la politique africaine de la France. Oui. C'est cela le sentiment anti-français. Est-ce que finalement, Et c'est une politique de domination. non, mais est-ce que finalement, ce n'est pas quand, par exemple, on va revenir sur la question du G5 Sahel avec l'armée française là-bas qui est considérée aujourd'hui à juste titre comme une armée d'occupation. Parce que quand on fait le delta de nombre de victimes aujourd'hui en 2020 et le nombre de victimes avant l'arrivée de l'armée française, on est largement gagnant sur l'absence de l'armée française. Il y avait moins de victimes liées au terrorisme au Mali avant que l'armée française n'arrive. L'armée française est arrivée, par exemple, avec l'épée de Damoclès. Si vous n'acceptez pas que nous arrivons, vous allez avoir plus de dégâts, vous allez disparaître, etc. Et les gens sont en train de disparaître aujourd'hui avec l'armée française. Et donc, quand les Maliens, les Tchadiens, les Burkinabés, Nigériens, Mauritaniens disent oui, on ne veut plus de l'armée française parce que ça ne nous défend pas, effectivement, à Paris, c'est considéré comme un sentiment anti-français. Mais le mot anti-français ne peut pas être évoqué là, je veux dire. C'est simplement, c'est simplement des velléités d'indépendance. C'est très simple. Pour moi, en réalité, il y a un sentiment anti-français qui concerne quoi? Qui concerne la manière dont la France veut que la gouvernance se déroule en Afrique francophone. C'est une forme d'hostilité. La France soutient des dirigeants qui ne font pas l'intérêt du peuple, premièrement. La France intervient pour des activités, pour des intérêts économiques qui ne profitent en rien à nos populations. La production est faite, mais la richesse est ramenée en France. La plus grande société privée malienne aujourd'hui, c'est Orange Mali. L'argent, il n'est pas consommé au Mali. Au Mali, par exemple, j'ai des informations selon lesquelles les 100 premiers plus gros payeurs d'impôts au Mali, il n'y a aucun Malien dedans. C'est tous des firmes étrangères. Voilà. Et le bénéfice, il reste où? Il va où? C'est pas au Mali. Donc, c'est pour dire que c'est là, cela on revient le à la monnaie. Donc, c'est cela. Non, c'est pas une question. Non, on va pas revenir sur ça. On aura l'occasion de le développer. C'est pas une simple question de monnaie. Au fond, véritablement, c'est pas une simple question de monnaie. La non, Guinée, on était sur le sentiment voilà, sur anti-français. le sentiment anti-français. Donc, pour ma moi, question c'est, est-ce que finalement, ce n'est pas le désir d'émancipation des opinions en Afrique qu'on appelle en France? Parce qu'on pourrait appeler le mouvement des Gilets jaunes mouvement anti-français. Ils ont fait plus de dégâts matériels. Contre la politique française. Lors de la grève avec la SNCF et tout, on a vu les Français opposés à la police. Aujourd'hui, on parle de bavures policières, de violences policières. Est-ce que ces gens-là sont des anti-français? Non, ce n'est pas la même chose. Moi, je pense, en Afrique, aujourd'hui, dans nos pays, moi, personnellement, ce que je vois comme problématique et comme sentiment que les gens sont en train d'exprimer, c'est très simple. C'est que on veut que la richesse produite chez nous profite à nos citoyens. On est tous d'accord sur ça. C'est très simple. Pour moi, les Maliens pensent, ce sentiment s'exprime parce que les Maliens pensent, par exemple, que l'armée française est au Mali pour exploiter de l'or dans le nord du pays. Ça se dit, on l'entend très souvent. Les gens pensent que Orange est au Mali pour ramener tout simplement du profit en France. J'ai envie de dire, pour une société privée, ça paraît normal. Oui, mais il faut pouvoir prouver le contraire. Voilà, c'est inacceptable. Non, mais dire que l'armée française est au nord du Mali pour exploiter les richesses. Je n'ai pas à prouver le contraire. Non, je ne parle pas de toi en particulier. Oui, mais celui, le Malien qui dit ça et la personne qui se trompe, il faut qu'il arrive à prouver qui se trompe. Je laisse. Bon, je pense qu'on arrive à la fin, on aura l'occasion de redévelopper tout ça. En tout cas, les experts du vécu, je vous remercie pour ces échanges-là et tout ce que vous avez donné comme information. À nos spectateurs, je vous dis à la prochaine. Merci. Merci.